Alors, donc pour le cours d'aujourd'hui, donc on va s'intéresser à certains aspects de JavaScript et donc vous pouvez y accéder aussi après à la présentation, donc partie 2 de la présentation. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? Alors, la première des choses, on va voir un peu ce que c'est que les tâches répétitives et les tâches retardées au niveau de JavaScript. Comment on peut exécuter des tâches qui vont se répéter, et puis comment programmer des tâches dans le futur. Et si on veut aussi, comment annuler quand on aura programmé une tâche dans le futur. Si on change d'avis, on veut annuler cette programmation. Donc on va voir un peu ça. Après, on va voir un peu le cœur de JavaScript, comment ça fonctionne. Et ça va nous permettre à chaque fois, quand on écrit du JavaScript, de ne pas bloquer le navigateur. Et donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, le principe, le cœur de JavaScript utilise le concept qu'on appelle l'event loop. On va le détailler. Et en troisième lieu, on va étudier les événements du DOM et comment on va pouvoir ajouter avec du JavaScript des événements à des éléments, comment les enlever et un peu les différents aspects de ces événements. Alors, donc ici, j'ai juste quelques slides, j'ai pas beaucoup de slides, mais ça va nous permettre de se positionner et de travailler par rapport à ces slides. Donc ici, j'ai créé une horloge. Et donc au niveau du code HTML de cette horloge, c'est juste du SVG, hein. SVG, j'ai créé un SVG, un graphique SVG. Et là, j'ai une ligne. La ligne, c'est la ligne que vous voyez ici, là. Et le cercle, là, le cercle, c'est le petit cercle que vous voyez ici à l'intérieur. Là, vous pouvez bien sûr changer. Donc, si je mets ici, je mets 20, vous voyez que ça s'agrandit. Et puis, là, 90, moins 90 ici. Et quand je démarre, ça commence ici, dans cette position. Il faut savoir que line, elle a des attributs x1, une ligne, c'est pour tracer une ligne x1, y1, x2, y2. Et donc ici, pour moi, l'axe x par défaut, ça commence en haut et ça commence ici et ça va vers la droite. Et y, ça descend vers le bas. Mais ici, j'utilise un attribut qui s'appelle viewbox qui permet de changer le repère. Et donc ici, pour mon repère pour dessiner, donc j'ai pour x min, c'est moins 100. Pour y min, c'est moins 100. Et ça, 200, c'est le width, c'est la largeur. Et la hauteur, c'est 200. Et donc, ce qui fait que le milieu, ça va être 0. Et donc, la position 0, c'est ici. Et donc, la valeur par défaut de x1, y1, x2, y2, c'est 0 par défaut. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis ni x1, ni y1, etc. J'ai juste mis x1, y1. Donc, vous voyez, si je mets 90, 90, c'est vers le bas. Et puisque mon échelle ici, c'est de moins 100, ça va aller au niveau de x de moins 100 jusqu'à 100. Et sur y, ça va aller de moins 100 en haut vers 100 en bas. Donc, c'est pour ça que je mets moins 90. Si je mets bien sûr moins 100, je vais arriver jusqu'au trait que j'ai ici. Donc, si je mets moins 100, vous voyez, j'arrive exactement sur le trait. Alors, bien sûr, donc ici, les deux cercles qu'on voit à l'extérieur, c'est juste du CSS. Donc, ici, l'horloge qui est ici, dièse horloge, c'est mon SVG. Et donc ici, je mets border double. Donc ici, j'ai mis 6 pixels. Donc je peux mettre ici 18 pixels. Vous voyez? Donc je vais remettre 6. Et j'ai mis double. Et j'ai mis couleur. Et puis j'ai mis border radius. Donc si je change ici le border radius, vous allez voir que ça va changer. Voilà. Et puis alors pour la ligne, donc je donne ici stroke width, c'est pour l'épaisseur du trait et la couleur du trait. Et pour le cercle, j'ai mis green, donc je peux changer. Je peux mettre orange, red, ce qu'on veut. Donc on peut mettre la valeur par défaut, c'est black. Donc je vais remettre green.
Et voilà, et puis je fais ici text center, ça c'est pour la div qui contient mon SVG, de façon à ce que mon horloge soit centrée. C'est tout. Donc ici, si je fais exprès une erreur, ça va être aligné vers la droite. C'est la classe ici, cette classe qui fait que c'est centré. Alors juste maintenant, comment ça fait que l'horloge s'anime? Et le fait que l'horloge s'anime, c'est un travail qui est répétitif. C'est quelque chose qui est répétitif. Au niveau du JavaScript, ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Voici le code que j'ai écrit ici. Donc, au lieu de le traiter directement ici, ça c'est pour que vous gardiez une copie pour vous, pour pouvoir revenir dessus et donc en allant vers js2.dive.net. Mais nous, on va créer un projet. Alors, je vais fermer un peu toutes les fenêtres en plus. Alors ça, je vais masquer. Et puis, on ferme ce browser. Et on ferme ça. Ça. Bon, on va créer un dossier. On va l'appeler, alors, on va l'appeler comment? On va l'appeler JS2. Alors, donc, je vais l'appeler N7 JS2. Et il existe. Donc, je vais le faire ici. Open folder. Et on va, donc là j'organise un peu mes projets ici, donc on va créer un dossier. Donc alors, N7, JS2, et donc je vais mettre la date, donc on est le 27, 3, allez, 2000. On va ouvrir ce dossier, et dans ce dossier, je vais vous reproduire ce qu'on est en train de voir ici. Et comme ça va vous permettre de comprendre un peu l'interface que je mets ici pour que vous puissiez reproduire les travaux que vous allez avoir au fur et à mesure ici. Donc je crée un fichier index.html. Et dans mon fichier index.html, je vais créer donc, le squelette de ma page. Donc on doit avoir une partie style. Et dans cette partie style, je vais venir et je vais copier le style CSS que j'ai ici. CTRL-C. Et je vais le coller ici. CTRL-S. Et puis après, le contenu au niveau de body, c'est le contenu HTML. CTRL-C. Et vous faites ça. Et puis pour JavaScript, je copie, CTRL-C. Et juste avant /body, j'écris script. Et là, je colle mon script. Alors ici, bien sûr, donc si on veut tester ça directement, donc vous ouvrez ça avec Live Server. Donc voilà, donc vous voyez le même exemple reproduit dans votre machine. Maintenant, au niveau de mon code, qu'est-ce que je fais ici? Je déclare une variable angle et je récupère la ligne, c'est-à-dire celle-ci, donc document.querySelector pour récupérer la ligne. Et là, c'est l'objet de notre cours ici. Donc, j'appelle la fonction. Ici, ça, c'est une méthode de window.setInterval. Et ça fait quoi? Eh bien, ça appelle la fonction que vous lui passez en paramètre. La fonction que je lui passe en paramètre, c'est ça. Donc, je vais maintenant l'appeler f. Et je vais définir cette fonction ici, function, et je vais l'appeler f. Donc, vous pouvez écrire comme j'ai fait tout à l'heure, comme vous pouvez écrire comme ça. Voilà. Cet intervalle, ici l'intervalle, ici c'est 1 seconde, 1000 millisecondes. Et chaque 1000 millisecondes, ma fonction va être appelée et ça va exécuter le code que j'ai ici. Maintenant, moi ici, au niveau de ma div ici, la div ici qui a la classe texte, alors, c'est bon. La div qui a la classe text center ici que j'ai mis.
Alors pour qu'on la voit, donc je vais mettre pour cette div, je vais mettre border de point 1 pixel solid gray. Et je vais mettre un background carrément, background pour qu'on la voit, dièse, et je vais mettre en sorte que ça soit clair. Vous voyez ici la div. Alors sur cette div, donc ici, donc je vais aussi ajouter du padding de point 20 pixels. Ah, c'est juste pour espacer un peu. Donc quand je clique sur cette div, j'appelle stop. Et alors, qu'est-ce que je veux? Je veux arrêter ce compteur, ce timer qui se répète à chaque fois. Donc, quand vous appelez cet intervalle, ça vous retourne un ID. Et cet ID, bien sûr, vous pouvez l'afficher. Vous pouvez l'afficher dans la console. Alors, dans la console, donc ici, bien sûr, c'est TID. Alors, TID, vous voyez, c'est le numéro 4. Et donc ici, ma fonction s'exécute chaque fois. Et donc ce que vous voyez là, qui s'affiche ici, c'est tick et puis la valeur de la variable angle. Donc, on va revenir sur comment qu'est-ce que je fais à l'intérieur de la fonction. Mais donc je reviens à cet intervalle. L'opposé, donc si on veut arrêter cet intervalle, on appelle clear interval. Et qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe l'ID du compteur. Et donc, je peux créer encore une deuxième fois ici, une autre constante, TID2. Je peux programmer quelque chose pour qu'il se fasse encore, par exemple ici, chaque 3 secondes. Et là, j'appelle la fonction G. Et si je fais ici function G, et donc ma fonction G fait juste console.log. Et donc, on va afficher aussi angle, tout simplement, juste parce que c'est variable. Et donc ici, je vais mettre GGG, comme ça on va le reconnaître, virgule, angle. CTRL S. Si je reviens ici, donc on voit tick 12, etc. Et puis après, chaque, je sais pas, 3 secondes, vous voyez GG qui apparaît. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses. Et donc, par contre, donc, si vous voulez arrêter un timer, donc ici, je vais arrêter ce timer qui a l'ID TID quand je clique sur la div ici. Donc, si je clique ici, vous allez voir que le timer, donc l'horloge s'est arrêtée. Mais ici, et puis angle, il ne s'incrémente plus. Vous voyez ici, 3, 4, 5, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple à la base. Donc on peut programmer des choses qui sont répétitives, tout simplement donc en appelant cet intervalle. Je lui passe comme paramètre la fonction que je veux exécuter et la durée, donc enfin l'intervalle de temps qui va me permettre de répéter l'exécution de la fonction. Alors pour la fonction f, je fais ici l'angle, donc il varie de 0 à 360 degrés. S'il est inférieur à 360 degrés, donc je l'incrémente par 6 degrés. C'est donc 360 divisé par 60, ça fait 6 degrés. Sinon, je mets 0. Si je dépasse 360, je remets le compteur à 0. Et après, qu'est-ce que je fais pour mon aiguille? Mon aiguille qui est ici, la ligne, je vais changer juste l'attribut transform et je vais lui faire donner une rotation, rotate, avec l'angle et ça tourne tout simplement. Donc il n'y a rien de magique là-dedans. Donc voilà, donc ici pour programmer, voilà, programmer quelque chose qui se répète. Maintenant, je peux aussi, si je veux, après un tour, donc ici mon horloge, ça va commencer à tourner. Si je veux, à 15 secondes, je veux arrêter le compteur de manière automatique. Eh bien, on peut utiliser maintenant set timeout. Et cette timeout, vous lui donnez une fonction à exécuter. Donc, je vais lui dire, par exemple, je vais passer la fonction stop. Je pense que je vais passer la fonction stop. Et puis, je lui dis combien de temps après 15 secondes. 15 secondes, c'est 15 000 millisecondes. Et donc, je définis ma fonction stop.
Et ma function stop, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, il va faire tout simplement un clear intervalle de TID. Et donc, bien sûr, ici, je vais enlever ça, ça ne sert plus à rien. Et donc, alors, mon horloge va commencer. Et quand j'arrive à 15 secondes, ça va s'exécuter et ça va arrêter l'horloge. Donc, si j'enregistre et je reviens ici, donc ça commence. Quand on arrive ici, l'horloge va s'arrêter. Voilà, donc ça s'est arrêté. Alors, donc voilà, donc on peut programmer des choses dans le futur. Donc ici, j'ai mis un truc pour 15 secondes. Mais ça peut être ici, je programme, par exemple, je sais pas moi, donc dans la vie réelle, si on devrait faire une analogie, par exemple, je peux réserver un billet d'avion pour le samedi prochain. Et donc, donc je vais voyager le samedi prochain. Mais d'ici samedi prochain, je peux changer d'avis. Et donc, si je change d'avis, je vais annuler la réservation. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait ici dans Clear Interval. Donc, ici, je peux aussi annuler le set timeout que j'ai fait ici. Et donc, ici, si je veux l'annuler, donc je dois aussi récupérer le timer ID. Donc, je vais l'appeler timer ID 2 ici. Et donc, je vais faire en sorte que maintenant, donc ici, stop. J'appelle stop, je vais appeler ici, donc je vais pas appeler stop, je vais appeler ici annuler. Alors si je clique avant 15 secondes, j'appelle annuler et donc je vais annuler l'exécution de ça. Et donc alors je définis ma fonction annuler, function, annuler. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire annuler? Eh bien, ça va être l'opposé de set timeout, c'est clear timeout. Et donc, vous lui dites qu'est-ce que quel est le timer ID que vous effacez. Donc, ici, c'est TID 2. Et donc, ça va annuler l'exécution de ça. Ça va désactiver ce timer. Et donc, si je clique avant 15 secondes, eh bien, la fonction stop ne sera jamais exécutée. Donc, si on teste ça, donc là, ça commence, je peux attendre. Là, je compte toujours arrêter. Mais là, si je clique, là, vous allez voir que ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter à 15 secondes. Alors, j'espère que vous avez pigé. Vous avez compris ce timeout, cet intervalle? Pas de problème? Est-ce que vous suivez là? Je vois Oui, pas Oui, oui, vous monsieur, suivez? oui, monsieur. C'est bon, c'est parfait. Oui. Alors, maintenant, on passe euh, au suivant. Donc, la partie suivante, ça concerne l'event loop. Et donc, là, on va comprendre, j'ai repris l'exemple de l'horloge parce que c'est un cas où vous allez avoir donc des choses qui se répètent, etc. Et il faudrait comprendre comment ça fonctionne au niveau du moteur de JavaScript. Donc, globalement, dans la description de, du moteur de JavaScript, donc le moteur JavaScript, il utilise la mémoire, et donc ici, la mémoire, c'est ce que je représente avec le heap. Et vous avez deux structures importantes qui sont utilisées dans le moteur. Il y a une structure pile, le stack, et c'est dans ce stack que vont être exécutées vos instructions. Et quand vous avez une instruction qui va venir, elle va être mise en attente dans une file. Et puis, bien sûr, puisque vous êtes dans le browser, eh bien, dans le browser, il va mettre, si vous voulez, donc il va présenter un ensemble d'API. Parmi les API, vous avez l'API DOM, et donc l'API DOM, c'est ce qu'on utilise, par exemple, quand on met, par exemple, ici, clic, là, quand je fais clic ici, là, c'est l'API DOM qui est utilisée. Le fait d'ajouter cet attribut ici, là, cet attribut,
ça va ajouter quelque chose ici qui va suivre l'utilisateur au niveau de l'interface graphique et surtout lié à un élément donné. Et donc, si l'utilisateur clique, eh bien, ça va se passer ici. Et donc, cette information, elle va être matérialisée par l'envoi de la fonction pour le clic ici. Ça va envoyer la fonction annulée et va la mettre dans la queue pour qu'elle soit exécutée. Alors, quand on parle d'event loop, l'event loop, c'est ici, c'est juste une structure de contrôle. Et donc, si je dois vous la dire verbalement, donc ce que je mets ici, cette boucle d'événements, c'est tant que la pile, alors, donc je le dis autrement, lorsque la pile est vide, je prends l'instruction qu'il y a dans la file et je la mets pour exécution. Je la mets dans la pile pour exécution. Et donc ici, vous avez une boucle infinie qui vérifie si la pile est vide. Je prends cette instruction et je la mets. Et ça tourne indéfiniment. Alors, le problème qui peut se poser ici, c'est quand vous mettez ici une instruction qui prend dans son exécution beaucoup de temps. Et si vous faites ça, vous allez tout bloquer. Donc ici, dans ma page, regardez ici, j'ai des choses qui bougent, etc. Vous avez l'horloge qui bouge. Si je mets quelque chose, une fonction qui s'exécute ici et qui prend par exemple 3 ou 5 secondes dans son exécution, eh bien tout ça va s'arrêter, ça ne va plus bouger. Et là, vous allez bloquer votre système. Et alors donc ici, pour mieux voir ça, donc on peut faire le parallèle avec le code qu'on a écrit ici. Là, j'ai des instructions. Let angle égale 0. Qu'est-ce que ça va faire? Donc c'est une instruction qui va s'exécuter et qui va déclarer une variable dans le tas angle égale 0. Deuxième instruction, TID égale window.set_interval. Et qu'est-ce que cette instruction, ça va faire ici? Eh bien, ça va s'exécuter et ça va communiquer avec l'API DOM, pas avec l'API DOM, avec l'API setInterval. C'est une API aussi, je ne les ai pas mises ici dans la description. Alors, il y a quelqu'un qui veut rejoindre le cours. Ouais. Alors, donc on était dans cette instruction, la troisième, alors j'ai pas fait celle-ci ici, là, donc document.querySelector. Et donc aussi, ça c'est une API DOM aussi. Mais donc on va dire qu'elle est synchrone, c'est-à-dire il va créer la variable et il va mettre la référence à l'objet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la troisième instruction ici, TID égale window.setInterval de qu'est-ce que ça va faire l'exécution de cette instruction. Eh bien, l'exécution de cette instruction, elle va armer un compteur qui va se trouver ici. Dans ce compteur, il va être configuré avec la durée 1000 millisecondes. Et chaque 1000 millisecondes, ça va envoyer dans la file ici, ça va envoyer la fonction ici que j'ai appelée f. Et donc le fait d'écrire ça, ça va faire quoi? Ça va charger la fonction f, ça va prendre la référence f de la fonction f et ça va la mettre ici. Et deuxièmement, donc ça va libérer. Donc le fait d'exécuter ça, ça va libérer, ça va mettre en place le timer et ça va libérer l'espace et on va passer à l'exécution du reste. Alors, les fonctions ici, il faut savoir que JavaScript, quand il parcourt votre code, la première des choses, on appelle ça le hoisting. Quand vous déclarez des fonctions comme ça, ces fonctions, je peux même les déclarer, faire CTRL-X et les déclarer ici, ça ne va pas poser de problème. Alors, je le mets ici en haut, en bas, c'est kiff-kiff, il n'y a pas de problème. Et donc ici, je déclare la fonction en bas, je l'appelle en haut. Je peux appeler ici la fonction f. Il n'y a pas de problème, même si elle est déclarée en avant. Donc au niveau de JavaScript, toutes les fonctions que vous déclarez avec le mot-clé function, il va les traiter à l'avance. Il va créer une variable stop, il va la mettre ici, c'est une variable de type function.
Il va créer une variable de type function aussi G, il va créer la fonction F, etc. Et il va les mettre en mémoire. Et donc, alors je continue donc, par rapport à l'exécution. Donc ici, dans notre page ici, euh, je vais, euh, je vais afficher le code source de cette page pour qu'on voit un peu le contenu. Alors, afficher le code source de ce cadre-là. Ah, il n'y a pas de code source. Donc, on va afficher le code source de la page. Non, c'est pas ça. Bon, alors, tac, 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 tac. Je ne sais pas si j'ai mis ça ici. Voilà, donc je les ai mis ici. Hein. Donc, enfin, on va les prendre d'ici directement. Donc, je vais créer une page pour voir ça indépendamment et vous allez pouvoir revenir pour tester ici. Donc, j'ai du CSS encore, j'ai du HTML et j'ai du JavaScript. Donc, je vais copier chaque partie toute seule. Et donc, je vais créer, donc je vais appeler ça event EL comme eventloop.html. Je crée ma page HTML et donc mon code HTML, c'est ça. Je copie mon CSS, CTRL A, CTRL C, CSS, style, CTRL V. Et je copie mon JavaScript, CTRL A, CTRL C, et je le mets juste avant la fermeture ici, script, et je mets CTRL V, CTRL S. Et donc voici mon exemple, voilà. Et donc ici, si j'affiche le code source de ça, bon, on n'a pas besoin de l'afficher. Donc si je reviens ici, donc vers les instructions que j'ai ici, pour voir un peu comment ça fonctionne, donc tout ça. Et donc alors, je prends le premier exemple. On va bloquer notre système. Quand vous faites ça, je vais appeler une fonction qui s'appelle calme. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une boucle while through. Et il ne fait rien. Bon, on s'en fout de ce qu'elle fait. Mais le fait d'écrire quelque chose comme ça, vous allez entrer ici dans une boucle infinie. Et le fait d'entrer dans une boucle infinie, eh bien, vous allez avoir une fonction qui va s'exécuter indéfiniment. Et donc, donc la boucle ici qui fait l'event loop, tant que c'est pas vide, donc tant que à chaque fois que la pile est vide, je prends la prochaine instruction. Eh bien, ça va jamais se vider. Donc, si j'appelle ici, je vais le faire ici, je vais bloquer, on va bloquer ici. Donc, je mets F12, F12, F12. Et là, on va appeler la fonction calmer. Vous allez voir, calmer, ça c'est... Ah, vous voyez le truc ici? Ça bouge plus. Donc, il n'y a plus de CSS, l'horloge s'est bloquée. Ça va. Donc, vous ne pouvez rien faire. Hein? Vous ne pouvez rien faire ici. Votre page, vous l'avez bloquée. Et donc, ici, alors, ce que je peux faire, donc, je fais actualiser. Mais vous allez voir que ici, je suis dans la même page. Et donc, là, je suis obligé d'aller fermer la page. Et je pense que vous avez déjà expérimenté ça. Et il faut l'expérimenter pour le voir. Donc là, vous le voyez en vrai. Donc même pour fermer, des fois, parce que là, vous êtes dans une boucle infinie. Et là, vous consommez vous consommez beaucoup de ressources. Et même pour les événements, donc ça ne répond pas. Là, je suis en train de cliquer. Le browser, là, pour le clic ici, il n'est pas... Voilà, voilà. Donc on va attendre que le browser, de manière supérieure, si vous voulez, détecte qu'il y a une boucle infinie pour libérer donc, cette fenêtre. J'arrive même pas à la fermer. Donc je vais réexécuter une deuxième fois au niveau de live server. Alors je vais faire, bon ça ne va rien changer. Je vais lancer une nouvelle instance. Donc là c'est bon, je vais mettre F12 et on va voir un autre exemple. Le deuxième exemple qu'on va voir, c'est l'exemple ping-pong. Alors l'exemple ping-pong, j'ai la fonction ping qui appelle la fonction pong et la fonction pong appelle la fonction ping.
Et donc, c'est le ping-pong. Donc, vous avez une fonction qui va appeler l'autre, etc. Mais qu'est-ce que ça va faire au niveau de la pile? Il faut bien comprendre que quand vous exécutez ici une fonction, si cette fonction appelle une autre fonction, l'autre fonction va venir juste au-dessus. Et si cette fonction appelle encore une autre fonction, ça va venir juste au-dessus. Et ça continue, et ça continue, et ça continue en montant. Mais heureusement que si vous... Oui? Et va se saturer. Voilà, donc ça va saturer. Donc là, tout à l'heure, on avait fait une boucle infinie, mais la pile, on ne va pas dépasser la capacité de la pile. Mais quand vous faites ça ping-pong, vous allez dépasser la capacité de la pile et ça va provoquer une erreur. Et donc, c'est ce qu'on va essayer maintenant. Donc, je vais appeler ping. Et donc, ici, vous voyez, ça vous donne cette erreur. Mais ça ne génère pas de problème puisque ici, vous avez ping-pong, ping-pong. Et après, donc, vous avez une erreur, maximum call stake size exceeded. Et donc, il faut savoir que la pile a une capacité. Et donc, cette capacité, quand elle est atteinte, donc votre code va donc générer une erreur. Donc, voilà pour ping-pong. Et puis, alors, maintenant, je veux bloquer ici mon système pour qu'on voit un peu que quand on bloque le système, quand vous écrivez du code qui va rester beaucoup de temps ici, et si ça reste 2 secondes, il faut comprendre que ces 2 secondes, rien ne va bouger au niveau de votre interface. Et donc, c'est ce qu'on va essayer avec cette fonction-là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Regardez, je l'ai appelé bloc. Je lui passe ici en paramètre le nombre de secondes que je veux que c'est bloqué. Et je fais ici un prélèvement, start time, date.now. Et donc ici, date, alors date.now. Ça retourne ici un timestamp. C'est le nombre de millisecondes écoulés depuis le 1er janvier 1970. Et ça évolue enfin, avec le temps. Et donc, alors, ici, et puis aussi, je déclare des variables ici. Ça, c'est constant. Ici, ça, c'est le date de départ. Et now, c'est égal à start time, égal à la valeur de départ. Et puis, je déclare une variable delta. Et je fais une boucle ici qui peut paraître infinie, while through, qui va tourner. Mais à l'intérieur, ici, je fais un test. Je fais un test pour, à un moment donné, sortir de la boucle. Et quand est-ce que je vais sortir de la boucle? Si delta, qui est égal à now, moins start time. Ici, vous voyez, je fais la différence entre maintenant et le start time. Et si cette valeur dépasse 1000 fois la valeur que vous avez entrée, eh bien là, ici, on va faire un return. Le fait de faire return, ça va sortir de la boucle while. Donc, si on appelle cette fonction bloc, j'espère que vous avez compris. Donc, j'appelle la fonction bloc et je lui donne ici 4 secondes. Vous allez voir ici, ça s'arrête. Là, ça s'arrête. Il n'y a plus rien qui bouge. Et après, bien sûr, ça reprend. Est-ce que tout le monde voit le truc ici? J'exécute un code qui reste ici 4 secondes. Et pendant ces 4 secondes, rien ne bouge au niveau de mon browser. Alors, ce que j'expérimente ici, vous pouvez l'expérimenter aussi ici, directement, donc en affichant la console. Quand vous affichez la console ici, il faut savoir que ici, là, au niveau de mon interface ici, ça c'est une fenêtre à part entière. Et donc, c'est ça, vous voyez, quand vous passez la souris. Les autres ici, il faut savoir que quand vous installez des extensions, là j'installe des extensions et ce sont ces extensions, donc ils ajoutent, on peut y accéder directement à partir d'ici au niveau à l'aide de JavaScript. Et donc là j'accède à ma partie ici et donc je peux bloquer directement comme j'ai fait tout à l'heure. Et donc là je vais bloquer pendant 6 secondes. Et donc vous voyez ici, ça se bloque et il n'y a plus de CSS. Et après 6 secondes, ça va commencer à fonctionner. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais bloquer l'event loop. Donc, quand vous écrivez du code, votre code ne doit pas, son exécution ne doit pas durer beaucoup de temps. Bien sûr, quand vous faites des boucles comme ça, c'est pour exécuter des choses ici. Moi, dans la boucle while, ici, chaque tour de boucle, j'appelle une fonction
qui s'appelle doTask. Et cette fonction doTask, c'est ça, il fait console.log de WinTask, etc. C'est ce qui est affiché ici, de WinTask, tac, tac, tac. Et là, je compte combien d'itérations, parce que là, je fais une boucle. Et j'ai mis ici un counter à 0. Chaque fois, j'incrémente le counter. Et donc ici, combien de boucles? Ça a été fait 23 206. S'il vous plaît, ça, c'est par expérience. À chaque fois qu'on demande à un utilisateur, enfin, à un étudiant, on lui demande si on veut faire un truc comme ça qui tourne, comment on va faire? Et la première des choses à laquelle il va penser à faire une boucle, des choses comme ça. Donc vous comprenez très bien que des choses comme ça, on ne peut pas les faire avec une boucle. Là, pendant 6 secondes, on a fait 23 206 itérations. Et on peut même faire plus. C'est parce que là, je fais console.log, c'est pour ça que ça prend du temps. L'exécution de ça, de console.log, ça prend un peu de temps. Ça, ici. Alors, donc ici, si on veut ne pas bloquer, on veut exécuter à peu près le même code qu'on a fait ici, mais on veut ne pas bloquer notre event loop. Comment on fait? Eh bien, là, j'ai repris la fonction block ici, la fonction block, et je l'ai réécrite un peu de manière différente. Donc ici, regardez, j'ai ma fonction block. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait dans la première fonction. Mais au lieu de faire ici une boucle while true, j'ai déclaré une fonction ici qui s'appelle task à l'intérieur de bloc. Et dans cette fonction task, je fais un peu ce que je fais à l'intérieur de la boucle ici, while true, now, delta, etc. C'est exactement la même chose. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un test. If, comme on a fait ici, pour sortir de la boucle. Et donc ici, je dis si on n'a pas atteint la durée demandée, je fais ici un set timeout. Et ça, c'est le set timeout qu'on a vu tout à l'heure. Mais quelle est la différence par rapport à tout à l'heure? Regardez, set timeout, j'appelle une fonction qui s'appelle task, c'est-à-dire celle-ci. C'est un peu la récursivité, vous voyez ici. Je suis à l'intérieur de la fonction task et je lui dis après 0 secondes, j'appelle cette fonction. Et donc quand on va voir du code comme ça, on va croire que là je suis entré dans une boucle. Mais en réalité, le fait de faire ça avec 0 secondes, qu'est-ce que ça va faire? Alors je vous explique ici. Quand cette fonction task s'exécute ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, il va créer ici un compteur de 0 secondes. Le fait de créer ce compteur, lui, de 0 secondes, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, il va envoyer la fonction task. La fonction task, il va l'envoyer dans la file d'attente. Et le fait de sortir, de repasser, vous allez donner la chance à d'autres instructions de passer aussi dans la file d'attente. Et là, ça ne va pas bloquer votre boucle. J'espère que vous avez pigé. Mais donc ici, pour mieux voir ça, donc on va l'expérimenter. Tout à l'heure, on avait utilisé bloc. Maintenant, je vais utiliser bloc 2. Et là, je vais mettre même 10 secondes. Vous allez voir que là, ça s'exécute. Mais ici, ça s'exécute. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va? Mais il a ralenti le travail de navigateur, je crois. Ah ben c'est sûr, de toute façon, alors qu'est-ce qui ralentit le travail de votre navigateur? Le fait de faire ça, comme ça, de passer comme ça? Non, le fait de faire ça, c'est que le problème donc ici de JavaScript, on dit que JavaScript est donc est monothread. Monothread, c'est parce que nous avons une seule pile qui va s'exécuter. Et donc, théoriquement, quand vous avez monothread, ça veut dire que vous ne pouvez pas exécuter deux choses en parallèle. Et pourtant, on voit ici qu'il y a des choses qui s'exécutent en parallèle. Donc, on va essayer de simuler l'effet parallèle. Alors maintenant, quand vous écrivez des programmes qui sont tout petits, eh bien, vous pouvez faire ça en faisant le truc ici. Vous laissez la chance à faire passer plusieurs choses qui s'exécutent en parallèle. Mais la seule condition, c'est que vos codes, vos instructions,
il ne doit pas bloquer, il ne doit pas être très grand ou faire des boucles qui sont très grandes. Mais donc, si vous exécutez des tâches, et autant à chaque fois que j'exécute une tâche, je l'envoie pour qu'il s'exécute, je l'envoie pour qu'il s'exécute, et c'est bon. Donc, on peut faire des boucles. Et exactement, la boucle ici, elle est programmée un peu comme ça, hein, comme ce qu'on vient de voir ici. J'espère que vous avez compris un peu, mais donc ici, la plupart des API, et on va voir tout à l'heure les événements, ils font partie aussi de ça. Par exemple, vous cliquez, tout à l'heure quand on cliquait, eh bien, on appelait la fonction annuler. Et la fonction annuler, il va être envoyé dans la pile, dans la file, pardon. Et donc, il va attendre son tour d'exécution. Vous cliquez encore une fois. Maintenant, si vous bloquez ça, et vous pouvez cliquer, ben vous allez remplir la queue. Et là, le programme de tout à l'heure qui était bloqué, il est toujours bloqué là. Vous voyez ici, j'arrive même pas à le fermer. Donc, alors, fermez cet onglet, fermez les autres, fermez celui-ci. S'il veut, bon, il veut pas. Vous voyez? Donc, il est toujours bloqué. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions, donc vous pouvez intervenir soit en les envoyant sur le chat ici. Pas de questions? On continue? Ah, de toute façon, vous aurez le temps un peu d'expérimenter tout ça par vous-même. Et bien sûr, donc, de revoir ça. Mais j'ai une autre vidéo spéciale qui explique ça. Donc, vous faites Daif, YouTube, Event Loop, et donc vous allez trouver une vidéo spécialement dédiée à ce concept. Alors, je vais passer maintenant à la troisième partie. La troisième partie, ça concerne les événements. Et donc nous, comment on faisait pour les événements? Donc cette partie, je vais la traiter directement ici au niveau de la console. Et comment ça fonctionne les événements qu'on a vus? Donc on utilisait par exemple ce qu'on a vu ici, on click. Si je reviens à notre premier exemple tout à l'heure, je viens dans une balise donnée, et je fais on click, on mouse move, etc. Si je viens ici, là, je peux mettre ici en scroll, etc. égal, et j'appelle la fonction G, etc. Donc ça, on peut le faire si on veut. Le seul problème, c'est que quand vous faites ça, ça ne vous donne pas de la souplesse. Et donc, si on veut de la souplesse, on va vouloir ajouter à un moment donné des événements. Et quand on n'a plus besoin de ces événements, on peut, si on veut, les retirer. Et on va voir les différents aspects de ça. Alors, avant de continuer, donc ici, je vous montre juste la structure du code que j'ai ici. Donc, on va afficher le code source. J'agrandis un petit. Alors, donc c'est pas. Donc on va pas le voir encore une fois ici. Le code source c'est pas dans cette page. Euh, bon, c'est pas grave, hein. Donc ici j'ai ici un titre. J'ai ici une div ayant l'ID outer et une autre div à l'intérieur qui a l'ID inner. Et j'ai ici un formulaire dans lequel j'ai un champ et j'ai un bouton. Bien sûr, si je clique sur le bouton, ça va m'envoyer vers un truc qui n'existe pas, c'est juste pour l'exemple. Et donc, je vais revenir à mon slide. Et ici, j'ai un tableau qui a l'ID DS-Table et dans lequel j'ai des cellules. Alors, je commence par ici. Donc ici, je prends la div que j'ai là et la div que j'ai ici. Si je veux attacher un événement à cette div ici, il faut d'abord récupérer. Donc je vais l'appeler const. Je vais l'appeler inner égal. Et donc je récupère la référence à cette div. Document.query selector. Et donc ma div c'est inner. Alors si je dis inner, bien sûr, vous voyez qu'il va me sélectionner la div. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un événement qui est attaché à la div? Donc, notre div, la voici. Donc, vous voyez, il a la classe border, border primary, machin. C'est des trucs bootstrap, d'accord? Et à l'intérieur de la div, vous voyez que nous avons un formulaire. Et donc, le formulaire, c'est un formulaire avec des classes aussi bootstrap. Donc, voilà. Donc, j'ai ma div inner. Maintenant, si je veux attacher dynamiquement un événement à ma div, eh bien, on utilise la méthode qui s'appelle addEventListener. Donc ici, inner, pour n'importe quel élément HTML, vous pouvez lui attacher un événement en utilisant addEventListener. Et donc, addEventListener, il a besoin de deux paramètres qui sont requis. Il y a le type de l'événement et le deuxième paramètre, le listener, c'est la fonction qui va s'exécuter quand l'événement survient. Et donc ici, avant d'ajouter cet événement, on va déclarer une fonction, function. Function, je vais l'appeler f, juste pour que ce soit simple pour vous. Et cette fonction, il va faire juste console.log event happened. Donc ici, et je ferme. Donc bien sûr, si j'appelle ma fonction f ici, il va m'afficher event. OK? Maintenant, je prends mon élément inner et je fais ici addEventListener. Et l'événement ici, quand l'utilisateur clique, virgule, on va appeler f. Alors, je vois une photo bizarre. S'il vous plaît, donc ici pour Diop, mettez une photo. Pour Mouad, mettez une photo. Reda, etc. Donc, mettez des photos. Comme ça c'est bien. Donc, on voit avec qui on est. Hein? Alors, je reviens à mon... Alors, on était où? On était ici, on était là. Alors, on était où? On était ici. Voilà. Donc, ici, alors, inner.addEventListener. Et là, quand je clique, il va appeler la fonction f. Donc ici, alors là, il n'y a rien qui va se passer. Si je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'event loop, alors mon cours, il est où? Donc je ne vais pas le relancer ici, je ne veux pas sortir de ma page. Donc mais je peux le faire. Donc ici, au niveau de l'event loop, ici, le fait de faire addEventListener, c'est une API DOM qui va ici maintenant surveiller sur la surface de ma div ici inner. Et quand l'utilisateur clique ici, eh bien ça va envoyer la fonction f ici pour exécution. C'est ça ce que cela veut dire. Et donc ici je clique, vous voyez event, je clique event, etc. Donc c'est tout simplement ça. Maintenant, si je veux enlever maintenant cet événement, eh bien, j'ai inner.remove event-listener, remove event-listener. Et vous dites quel événement vous voulez enlever. Ici, c'est le clic. Attention ici, donc on ne met pas le on comme dans HTML. Il faut enlever le on. Et puis ici, la fonction f. Et donc, si je reviens maintenant, je clique, il n'y a rien qui se passe. Alors, s'il vous plaît, donc je définis une fonction, function, si vous avez bien compris, function, et vous allez voir un peu l'importance de ça. Je déclare une fonction g, qui fait console.log g, event. Et je vais redéfinir ma fonction f, ici juste pour dire f event. Alors donc je peux réattacher un événement, donc ici addEventListener, j'attache f, et j'attache g, et je peux attacher autant de fonctions que je veux. Donc ici, si je clique, vous avez les deux événements dans l'ordre d'attachement. Et si à un moment donné, je veux enlever un événement, eh bien, je fais remove, comme on a fait tout à l'heure. Je vais enlever F. Et là, je vais avoir juste G qui va rester. Et si je veux enlever,
aussi, je vais enlever aussi G. Donc j'enlève aussi G. Et maintenant, si je clique, il n'y a rien qui se passe. Donc on peut ajouter des événements, on peut enlever des événements. Abdelrahman, le retardataire. Alors, je continue. Donc voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons attacher un événement à outer aussi. Donc ici, à inner, on n'a rien attaché à inner. Je vais attacher un événement, donc je vais attacher un événement donc je vais attacher F, je vais l'attacher à inner. Souvenez-vous, F, je l'attache à inner. Je récupère, donc ici, const outer égale document.query selector et je vais sélectionner donc dièse outer. Et je vérifie outer. Vous voyez, donc ça se sélectionne outer. Et donc alors mon outer, je vais lui attacher l'événement. Donc ici, je vais lui attacher l'événement G. Ici, c'est outer. Alors, à votre avis, donc, si je clique ici, je clique sur quoi? Donc, pour vous, je suis en train de cliquer sur inner. Mais il faut savoir que inner est enfant de outer. Alors, donc ici, on va inspecter avant de cliquer. Donc ici, vous avez outer et inner, il est enfant de outer. Donc, le fait de cliquer sur celui-ci, la fonction f va s'exécuter. Et bien sûr, la question qu'on va se demander, est-ce que quand je clique sur ça, ça va aussi, c'est comme si je cliquais sur ça. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, je reviens vers console. Si je clique ici, vous voyez ici, F event, G event. Donc, il y a l'événement qui s'est exécuté sur ça et sur ça. Si je clique ici, on va voir juste G event. F event, G event. F event, G event. Ici, juste G event. D'accord? Alors, si vous comprenez ça, donc ici, on appelle ça le bubbling. Quand vous attachez un événement quelconque à un élément, eh bien, cet élément, l'événement, donc on va dire l'API DOM va chercher si il y a des événements qui sont attachés à ce type d'événement est attaché à votre élément. S'il y a des fonctions, il va les exécuter. Et quand ce sera fini, il va remonter vers les éléments parents. Quand je clique ici, il vérifie pour cet élément et après il va passer à l'élément parent, etc., jusqu'à document, etc. Et donc on appelle ça le bubbling. Et alors ici, donc ce phénomène, si on veut, donc maintenant quand on exécute des événements, alors pardon, quand on exécute des événements, on voudrait bien des fois, quand je clique ici, arrêter de propager l'événement vers les éléments parents. Et donc pour ça, pour les fonctions qu'on a déclarées tout à l'heure, on avait déclaré f, qu'on a attaché à inner. Et donc je vais revenir à la déclaration de la fonction f. Et maintenant, je vais ajouter ça. Je vais ajouter ici un paramètre. Je vais l'appeler evt. Et ici, j'appuie sur Shift pour développer ça. Je n'exécute pas encore. Et donc ici, on va afficher, je mets ici virgule, EVT. Et on va juste voir un peu qu'est-ce que ça va nous donner ici. Alors, donc ici, ça c'est une autre fonction ici. Pour lui, c'est une autre fonction. Donc ici, je attache l'événement. C'est ici, c'est inner, voilà. Et donc ici, je vais cliquer, donc on efface. Vous voyez ici, donc alors, il y a ça. Et puis, vous avez ça. Et ça, c'est quoi? Donc ici, il me dit ici, c'est... Donc, il ne faut pas regarder ça ici.
Ça, c'est alors, donc, s'il vous plaît, donc, je préfère, donc, je fais inspecter pour que vous voyez le code correctement. Je fais ça dans une page. Je copie juste ça, et peu importe les styles. Donc, page, je vais appeler ça events.html. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait là? CTRL Z. Là, au niveau CSS, ça va pas être joli parce que je ne vais pas mettre de CSS. Mais on va voir. Alors, quand même, il faut faire un peu de CSS. Alors, je vais copier le CSS style très rapidement. Donc, dièse outer, border, 2.1 pixel solide, gray, 1, padding, 2.10 pixels. Et je fais la même chose pour outer et pour dièse inner. Voilà. Et donc pour mon formulaire, on s'en fout. Et donc aussi, donc je peux faire déjà ici étoile. Pour tous les éléments, je mets un padding de 10 pixels par défaut. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on voit le formulaire. Il nous manque pour notre tableau et pour notre tableau en bas. Donc ici, au lieu d'utiliser les classes, donc pour voir notre tableau, je vais utiliser cell padding. Alors cell padding égale 10 et cell spacing égale 6. CTRL S. Il n'y a rien. Donc il faut mettre le border. Border égale 1. Donc je fais ça avec du HTML. Voilà, donc je pense que c'est bon. Et donc ici on affiche la console. Alors, tac. J'ai coupé la connexion. F12. Voilà. Alors donc est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde suit? Hajar, vous m'entendez? Fatem Zahra, Farah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous m'entendez? J'étais connecté, déconnecté? Oui, Oui, monsieur. Ok, donc je reprends. Vous avez juste, donc j'étais là, ici. Et vous voyez la présentation, non? Alors, donc la présentation. Il faut partager la non. présentation. Oui. Ah, elle est belle la musique, hein?
Yassir. Ouais, Yassir. هكذاك. Alors, donc ici, je reviens vers le code. Alors, donc ici, voilà ce que ça donne au niveau du browser. Au niveau du browser, donc on voit ça. Et donc maintenant, on va ajouter du JavaScript. On va ajouter un événement à ça, comme on a fait tout à l'heure. Donc, je fais ici script. Et donc, je récupère const. On va récupérer le inner égale document.query selector de dièse inner. Et je fais pareil pour le outer. Et on va ajouter un événement, donc ici au inner. Donc je fais inner.add event listener. Et donc mon événement c'est click. Et ce que je vais exécuter ici c'est F. Et donc ici il faut bien, donc je passe juste le nom de la fonction. Il ne faut pas mettre les parenthèses. C'est pas comme dans HTML. Hein. On clique, on passe la fonction, on l'appelle la fonction. Et donc ici, on passe juste le nom de la fonction. Maintenant, je déclare ma fonction, function, qui s'appelle f. Et là, la particularité, c'est que je vais lui donner un EVT, et donc un événement. Et donc ici, pour mon événement, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Console.log. Donc je vais loguer le EVT tout simplement pour qu'on le voit. Donc ici, quand je clique sur inner, quand je clique sur la div inner, j'appelle la fonction et donc enfin, c'est l'API DOM qui va appeler la fonction et il va m'injecter ici un objet EVT. Et ici pour l'événement click, ça va être un événement mouse click. Mouse event plutôt. Donc je clique, oui ici mouse event. Et dans mouse event, vous allez avoir toutes les informations sur les événements. Si je clique ici, c'est pas la même chose que si je clique en bas. Donc ici, vous voyez, c'est client X, client Y, screen X, la position par rapport à la fenêtre, par rapport à l'écran, etc. Si vous avez ici, par exemple, le CTRL K, Shift K, Alt K, le moment où je clique, est-ce que j'avais le doigt sur CTRL, sur Shift, etc. Si j'appuie maintenant sur CTRL et je clique, vous allez voir que dans l'événement, vous allez voir ici CTRL K égale à true, etc. Donc l'événement ici, cet événement, il est injecté quand on est ici, donc comme on a vu tout à l'heure, quand je clique, la fonction va être appelée, il va être envoyé ici, mais l'API DOM, il va me générer, il va me donner exactement les informations nécessaires pour cet événement, pour exploiter cet événement. Et donc, c'est ce que j'affiche ici, j'affiche cet événement. Maintenant, si je fais la même chose pour outer. Pour outer, donc je vais faire ici outer. Et oui. Pourquoi exactement mouse event et pas un autre event? Ah, c'est parce que j'ai mis ici click. Ah, d'accord. D'accord. Alors, donc on va ajouter d'autres événements si vous voulez. Par exemple, ici, pour la zone de texte, on peut ajouter change, par exemple. Quand le texte change ici, j'exécute un événement. On va l'ajouter tout à l'heure pour que vous voyez d'autres types d'événements. Mais pour le moment, on continue juste avec click. Et là, je vais appeler la fonction G. Je définis la fonction G. Et ici, voilà. Donc ici, j'ai ajouté un événement à outer. Et outer, c'est ça, outer. Et quand je clique ici, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez ici les deux événements qui vont se produire. L'appel de la fonction de ça est attaché à ça, et l'appel de la fonction attaché à ça, ce que je vous ai dit, ça s'appelle le babelin. Et donc tous les événements vont monter en chaîne. Alors si on veut arrêter ce phénomène, et donc on appelle ça la propagation de l'événement. L'événement va se propager de l'enfant aux parents, jusqu'à la racine. Et donc si on veut faire en sorte que l'événement ne se propage pas, on va prendre l'objet ici EVT, il s'agit d'un objet qui a aussi des méthodes. Et parmi les méthodes, vous avez une méthode qui s'appelle stop
propagation. Stop propagation. Donc, si vous utilisez cette méthode ici, maintenant, si je clique ici, vous n'avez que cet événement, l'événement n'est pas passé aux parents. Et des fois, c'est intéressant de stopper la propagation. Je veux que uniquement l'événement concernant cet élément. Mais bien sûr, si je clique ici, là, on va voir l'événement qui est maintenant propre à cet objet. Et c'est aussi un mouse event. Mais ici, comment savoir sur quoi j'ai cliqué? Est-ce que j'ai cliqué sur ça ou sur ça? Eh bien, vous avez dans cet objet EVT que j'ai appelé ici EVT, vous avez un élément qui est très important qui s'appelle target. Et là, target, vous voyez ici, c'est inner, la div inner, c'est sur ça que j'ai cliqué. Donc, si je clique sur ça, vous allez voir dans target, si je vais vers target, il est où? La voici. Donc, vous voyez, c'est sur outer. D'accord? Alors, deuxième des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez exploiter à l'intérieur d'un événement, vous pouvez utiliser le mot-clé this. Et le mot-clé this, ça va être toujours, donc le this que vous voyez ici, la fonction G, je l'appelle ici, et donc le this que vous voyez là, c'est le outer. La même chose ici, le this que je vois ici, ça va être le inner, parce que la fonction ici, f, c'est ça. Donc, le 10, c'est le inner. Donc, si j'affiche aussi le 10, donc je l'affiche ici et là. Donc, si je clique juste sur le outer. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est le truc ici, l'événement, mouse event. Et ça, c'est le 10. Hein, c'est ce qui représente le 10. Et donc, vous pouvez faire des choses ici. Quand je clique, par exemple, quand je clique sur le outer, quand je clique sur le outer, je peux faire this.style.background color égale red. Si je n'ai pas fait d'erreur, donc quand je vais cliquer, ça n'a pas marché. Alors this. Alors, je n'ai pas mis ça dans CTRL X. Je n'ai pas mis à l'intérieur de la fonction. CTRL V. Je reviens. Ça marche toujours pas là. Background. Ah, background, c'est pas bon. Background. C'est ça, background. This. Ah, il manque un N, ok. Ok, donc voilà, ça marche. Et donc vous voyez que l'autre ici n'a pas de background. Et donc il est transparent par défaut. Donc voilà, ici, donc, vous pouvez faire des choses sur l'élément. Et donc alors, ici, donc on a le truc ici que je viens de faire, stop propagation, etc. Donc on peut exploiter ça, regardez, on va l'exploiter au niveau du tableau. Imaginez que dans mon tableau, j'ai 10 cellules, 10 lignes, 10 colonnes. Ça fait 100 cellules. Et je vais attacher le clic, l'événement clic à toutes les cellules. Ça va, je vais attacher l'événement clic à chacune de ces cellules. Vous voyez que c'est un peu quand même trop. Et donc, au lieu de faire ça, au lieu d'attacher des événements à toutes les cellules, on va exploiter le phénomène de Veblen. Et on va attacher l'événement juste à table. Et puisque la cellule, c'est une enfant de table, eh bien l'événement va remonter et ça va exécuter toujours l'événement au niveau du parent. Mais la question, comment on va savoir sur qui on a cliqué, sur quel élément on a cliqué? Eh bien, on peut le savoir grâce à target qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je fais ça, donc je récupère donc const, je vais appeler ça table. Document. Si vous avez des questions au fur et à mesure, .query selector. Query selector de table, donc je ne sais pas, je n'ai pas donné d'ID peut-être, si. On s'en fout, donc de toute façon j'ai insert table. Et donc voilà, je récupère ma table. Et donc ici, table.add event listener. Et je vais ajouter, donc on va rester toujours pour le moment dans le clic. Et ici, je vais appeler une fonction qui s'appelle hash. Je déclare ma fonction hash, function hash. Et donc ma fonction hash, je récupère l'événement. Et je vais faire ici console.log. Alors bien sûr ici, this, le mot-clé this, ça va
toujours être table. Donc, on le vérifie tout de suite. Alors, il y a quelqu'un qui veut rejoindre. Ouais. Alors, donc, ici, quand je clique, vous allez avoir toujours table. Hein? Vous pouvez répéter? Quelqu'un demande quelque chose? Non, je vois rien, donc je suppose que c'est bon. Si vous dites pas. Donc ici, quand je clique ici ou là, que je clique sur la cellule ou sur table ici, 10 c'est toujours table. Est-ce que j'ai attaché ça? Donc c'est ce qu'on voit ici. Et donc le 10, ça représente ici table. Maintenant, le EVT. Donc si on fait ici virgule et j'affiche EVT, et donc j'affiche juste EVT, je ne vais pas afficher 10. Donc quand je clique ici, on va voir ici dans Target. Target, vous voyez ici, c'est la TD. Et vous voyez quand je passe la souris dessus, c'est cette cellule. Si je clique sur ça, alors si je répète, je clique sur ça. Et donc je vais vers Target. Target, vous voyez, c'est cette cellule. Et maintenant, bien sûr, si j'ai besoin de savoir sur qui l'événement est attaché, c'est this, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, alors maintenant, comment on va faire? Donc ici, si je veux, comme on a fait tout à l'heure, changer la couleur d'arrière-plan de la cellule, donc je vais écrire ici evt.target.style.background color, si je ne fais pas d'erreur encore, égal, donc on va rester, alors on va mettre green pour changer. Et donc quand je clique ici, je clique là, je clique là, je clique là, et pourtant j'ai ajouté un seul événement. Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, je peux enlever l'événement. Je peux supprimer cet événement. Alors donc pour voir, donc je peux faire ici let counter égale 0. Et à chaque fois que je clique, je fais ici counter, alors counter, c'est ça, counter plus plus, j'incrémente le compteur. Et ici, je fais un test, if counter est supérieur à 5, alors je vais faire table.remove event listener. Et quel event je vais supprimer? Click. Et quelle fonction? H. Et je vous rappelle que pour le même événement click, je peux attacher plusieurs fonctions. Je peux attacher la fonction F, la fonction G, etc. Et ils vont s'exécuter dans l'ordre dans lequel je les ai attachés. Et à un moment donné, je peux supprimer une fonction. Enfin, une fonction ou plusieurs fonctions, c'est à vous de voir. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Quand je vais cliquer la première fois, le compteur va s'incrémenter, s'incrémenter. Et quand il va atteindre 5, alors s'il est inférieur, voilà, quand il va dépasser 5, je vais supprimer l'événement. Donc si je reviens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça doit être 0, 1 jusqu'à 5, ça fait 6. Et là, ça y est, je clique là, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez ici? Donc, je vous ai donné 5 chances. Vous avez essayé, vous avez raté. Vous avez compris le principe? Donc, si vous voulez faire un jeu, par exemple, vous pouvez à un moment donné supprimer à l'utilisateur la possibilité d'exécuter quelque chose pendant un événement. Alors, aussi, donc ici, alors, mon formulaire, regardez aussi mon formulaire. Par défaut, quand je clique sur envoyer, ça envoie le formulaire. Et mon formulaire ici, si on voit le code du formulaire, le voici. Et donc, si je veux récupérer la référence de mon formulaire, donc on va le faire avec JavaScript. Donc, je fais ici const form égale document
point query selector. Et donc ici, puisque j'ai juste un seul formulaire, mais je peux faire ici dièse inner espace form. Je récupère le formulaire qui se trouve à l'intérieur de dièse inner. Et donc si je reviens ici, je lui dis form, vous allez voir qu'il va me sélectionner le formulaire. Et maintenant, je vais faire ici formulaire, form, point add event listener. Alors, form.add event listener. Et en quel événement on va ajouter un formulaire? Eh bien, pour un formulaire, vous avez un événement qui s'appelle submit. Et donc ici, quand le formulaire est appelé, je vais appeler par exemple la fonction validate. Et qu'est-ce qu'elle va faire la fonction validate? Eh bien, il va valider le formulaire. Par exemple, on va vérifier si le champ ici n'est pas rempli, on ne va pas permettre à l'utilisateur d'envoyer le formulaire. Et donc ça, c'est les choses qu'on peut faire. Et donc ici, pour faire ça, donc je dois créer la fonction function validate. Et bien sûr, à chaque fois, je dois récupérer l'événement. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de ma fonction validate? Il faudrait, alors si vous faites ce que vous voulez, hein, donc vous faites fonction, je fais validation du formulaire. Et le fait de faire ça, ça ne va pas arrêter l'exécution, l'envoi de votre formulaire. Il faudrait d'abord, la première des choses, c'est de changer le comportement par défaut d'un formulaire. Parce que par défaut, quand vous appuyez sur Submit, ça va envoyer le formulaire. Et donc pour changer ça, donc on fait evt.prevent default. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça va changer le comportement du formulaire. Maintenant, je clique, ça n'envoie plus le formulaire. Et à chaque fois, vous voyez, ça m'envoie validation. Et puis ça, c'est l'événement qui est associé aux parents parce que ça se trouve dans ça et ça se trouve dans ça, etc. Donc ici, je vais juste, pour ne pas mélanger avec tout le reste, ici, je vais commenter tout ça. Et on va garder juste ça. Donc j'ai récupéré le formulaire. J'ai ajouté l'événement submit au formulaire. Et là, j'ai dit au formulaire de ne pas appliquer le comportement par défaut. Et maintenant, on va valider le formulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que valider le formulaire? Si je veux savoir maintenant, est-ce que le champ du formulaire est bien renseigné, ce input ici, qui a une classe, ce input qui a une classe et qui a, alors ici, il n'a pas d'ID, hein. Donc ici, on va lui donner un ID. Comme ça, on va le récupérer plus simplement. ID égale name, CTRL S. Je récupère ce champ. Alors, je peux le récupérer ici à l'intérieur. Const ID, name égale document.query selector de dièse name. Alors, on vérifie maintenant, est-ce que le champ est vide? Alors, je vérifie if maintenant name.value est égal à walou, alors on fait rien. Ou donc, alors ici, on va lui dire s'il est différente de walou. C'est à ce moment-là qu'on va envoyer le formulaire. Ça veut dire que l'utilisateur a écrit quelque chose dans le champ. Et donc, envoyer le formulaire c'est qui? C'est this. C'est this. Et donc ici, le formulaire, ils ont une méthode qui s'appelle submit. Et donc ici, si je reviens, je clique ici, mon formulaire ne va pas être envoyé. Et Submit. hein? Submit. Oui, donc il manque un P, oui. CTRL S. Et donc là, le formulaire ne sera pas envoyé, mais si j'écris n'importe quoi, le formulaire va être envoyé. D'accord? Et donc ici, on fait une vraie validation. Le test que je fais ici, il n'est pas bien. Donc on peut faire ici point lent, par exemple, pour comment. Alors, CTRL G, lent, G, TH, est inférieur si est supérieur à 2.
alors on envoie. Donc il faut que l'utilisateur saisisse au moins 2 caractères. Donc s'il écrit juste ça, il ne va pas envoyer le formulaire. Il faut absolument que ce soit supérieur à 2 caractères pour que le formulaire soit envoyé. On verra plus tard comment faire, par exemple, pour valider des emails, des dates, etc. Et donc, on utilise le concept qu'on appelle les expressions régulières. Alors, la même chose ici, donc ça, c'est valable pour ça, pour le formulaire, mais vous pouvez avoir aussi des choses comme, je sais pas moi, si je mets ici à l'intérieur, je crée un lien, et dans le lien qui mène quelque part, http://taif.net. Et donc ici, j'écris site taif, CTRL S. Donc on va voir un lien ici. Quand je vais cliquer sur le lien, ça va m'envoyer vers le site. D'accord? Maintenant, si je reviens, et je veux que quand je clique sur ce lien, je ne veux pas que ça m'envoie sur le site ou que ça m'envoie après un certain délai, etc. Donc, juste pour voir que vous pouvez faire plein de choses. Donc, je récupère le lien, j'en ai qu'un seul dans mon script. Donc, je vais faire les choses simplement. Donc, const A égale document.query selector de A, j'ai un seul A. Et donc, je fais a.add event listener de quand l'utilisateur clique sur ça. Et je vais appeler la fonction E. Et donc, je déclare ma fonction E, qui admet le paramètre donc EVT, l'événement. Et donc, la première des choses à faire, c'est EVT.preventDefault. Prevent default. Et le fait de faire ça, donc ici, quand je clique, ça n'envoie plus, ça n'envoie plus, ça n'envoie plus. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui est très intéressant ici. Maintenant, on va utiliser le setTimeout que vous avez vu tout à l'heure. Et ça va vous montrer qu'il y a des choses qui sont bizarres. Donc ici, si j'utilise le mot-clé this, ça va être quoi? Ça va être pour vous, c'est le lien. Et d'ailleurs, c'est le lien. Donc, si je fais ici console.log this, vous allez voir qu'il s'agit du lien. Vous voyez, c'est le lien. D'accord? Maintenant, si je dis this.href, c'est le chemin vers mon site. C'est le chemin vers mon site. Si maintenant je veux envoyer vers mon site, je peux écrire location. Location, ça c'est l'un des objets de Windows qu'on avait vu dans la première présentation. Donc vous n'avez pas besoin de vous n'êtes pas obligé de mettre Windows. Donc location .href égale this.href. Et là ça va, donc maintenant ça va envoyer vers le lien. Et donc là ça m'emmène vers mon site. Mais moi ça, ce que j'ai fait ici, je veux le faire après un certain temps. Et donc, je veux le faire après 3 secondes. Donc, je fais CTRL-X. Et on va faire quoi? Donc, on va faire setTimeout, comme on a vu tout à l'heure. setTimeout. Et à setTimeout, il faudrait passer une function. Et à cette function, donc, je vais mettre le contenu. Voilà ce qu'on veut faire dans ma fonction. Et alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Function. Alors, function. Voilà. Et deuxième paramètre, donc je mets 3 secondes. Donc ici, setTimeout, je vais exécuter le code qu'on a exécuté tout à l'heure et qui marchait bien. Mais maintenant, je vais l'exécuter dans le futur. Je vais l'exécuter dans le futur, après 3 secondes. Alors, ça veut dire que quand je dis dans le futur, si je reviens ici, et donc ici, dans la event loop, ici, le fait de le mettre dans le futur, ça veut dire que la fonction, il va être appelé et envoyé dans la queue d'ici. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Donc, si je vais vers ma page et je clique sur mon lien, eh bien, il ne m'envoie pas du tout. Donc, ici, voilà, il m'a envoyé une URL qui s'appelle undefined. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai ici, là, il n'est pas reconnu. Alors, c'est spécial ici. Le mot-clé this,
Le mot-clé this, quand vous l'utilisez à l'intérieur d'une fonction, il peut changer de contexte. Ici, à l'intérieur de E, de la fonction E que j'ai attachée ici, le mot-clé this, ça représente exactement l'objet A, le lien A. Alors maintenant, comment on fait pour éviter ce problème? Hein? De notre, on met un autre variable self égale à 10 avant ce terme. Exactement. Donc, alors ici, je fais const. Je vais appeler ça, moi j'ai l'habitude d'appeler ça mi égale 10. Je prends la référence de 10. Parce que ici, le 10 que je prends ici, c'est exactement le A. Et là, je vais utiliser A. Et ce que je fais ici, en réalité, je déclare une variable qui va s'appeler mi, qui va représenter le lien hypertexte. Et là, il n'y aura plus de problème. Je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, je l'espère. Donc maintenant, je clique sur le lien. Après 3 secondes, ça va partir. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc je suppose que on a fait un peu le tour. Alors après ce slide, il n'y a plus rien. On a fini. Et est-ce que vous avez des questions?